les inhibiteurs de la pompe à protons font partie de ces médicaments pour lesquels on a une utilisation qui est beaucoup plus large que ce qui est normalement autorisé les autorités de santé. Voilà, alors on va... J'enregistre, voilà. L'allergie alimentaire, c'est une maladie de plus en plus fréquente au cours de laquelle on réagit quelquefois de façon très violente aux aliments qu'on ingurgite. Alors, je vous donne des définitions qu'il faut bien connaître parce que ces définitions permettent de savoir à peu près où on en est. Beaucoup de gens vous parlent de tolérance ou d'intolérance, se dire c'est une petite allergie donc c'est une intolérance. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, c'est très très clarifié. Si vous avez un problème immunologique qui est responsable de troubles dans l'interaction avec les aliments, ça s'appelle une allergie. Et cette allergie alimentaire, elle est ce qu'on appelle IgE médiée ou non IgE médiée. IgE, c'est quelque chose que vous connaissiez, vous ne connaissez peut-être pas jusqu'à maintenant. Vous connaissez, non? Ça ne vous dit rien. Voilà. Vous connaissez les IgG, les IgA, les IgM, vous connaissez tout ça? Non? Non, dites-moi, vous connaissez ou pas? Non. Les immunoglobulines. IG, immunoglobulines, vous en avez toute une série, vous allez les apprendre, il y a des déficits immunitaires, c'est quelque chose qu'on dose tout le temps en pratique clinique, immunoglobulines, et vous avez toute une série d'immunoglobulines que vous pouvez doser quand vous analysez des situations cliniques, comme en particulier les IgG et les IgM. Quand vous avez une infection par une bactérie ou un virus, vous déclenchez une réaction avec sécrétion d'immunoglobulines et vous dosez les IgG ou les IgM contre ces immunoglobulines. Il se trouve que les IgM sont de sécrétion précoce et les IgG sont de sécrétion plus tardive. Donc la protection à long terme, c'est les IgG qui la procurent, alors que les IgM correspondent à une défense immédiate. Donc quand vous analysez la sérologie d'un sujet en analysant la production de ces immunoglobulines, si le taux d'IgM est élevé, ça veut dire que l'infection est récente. Si le taux d'IgG est élevé, ça veut dire que l'infection est ancienne. C'est des termes qu'il faut bien connaître parce que vous utiliserez ça toute votre vie. Donc vous avez des immunoglobulines de toutes sortes. Vous avez les IgA, IgG, IgM, IgD. Et pour l'allergie, c'est les IgE, immunoglobulines E. Terme à connaître parce que c'est l'IgE, c'est l'immunoglobuline qui est responsable des problèmes d'allergie et notamment d'allergie alimentaire. Et il se trouve qu'en médecine, tout est toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. Vous avez de l'allergie alimentaire qui est IgE dépendante et donc c'est plus facile à diagnostiquer parce que vous faites un prélèvement sanguin et vous dosez les IgE contre l'aliment. Par exemple, vous êtes allergique à l'arachide. Eh bien, et dans cette assemblée, vous êtes combien? Vous êtes une centaine là? Voilà, bon, il y a peut-être l'un d'entre vous qui est allergique à l'arachide et qui a donc des IgE élevés contre l'arachide et donc chez lequel on dose des IgE. Et puis vous avez toute une série de manifestations qui sont de l'allergie alimentaire pour lesquelles vous n'avez pas d'IgE et c'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Alors, cette diapositive est un peu compliquée, ne vous inquiétez pas, je ne la poserai pas. Mais lisez-la quand même. Vous avez toute une série de maladies qui peuvent être... J'aurais pas dû dire ça parce que vous n'allez pas la lire du coup. Vous avez toute une série de maladies qui peuvent être liées aux allergies alimentaires. Et vous avez les maladies qui sont IgE dépendantes, les maladies qui sont non IgE dépendantes, et les maladies, comme toujours en médecine un peu compliquées, dans lesquelles c'est à la fois IgE non IgE dépendant, et notamment cette pathologie à éosinophile, dont les ésophagites à éosinophiles que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire des maladies dans lesquelles on est allergique à certains aliments et on déclenche une réaction au niveau de l'ésophage. Alors, quelle est la différence entre ces maladies IgE médiées et les maladies non IgE médiées? Les maladies IgE médiées sont des maladies qui, quand il y a un contact entre l'aliment et l'individu, entraînent une réaction brutale, rapide. Au niveau de la peau, ça va faire de l'urticaire ou de l'œdème de Quincke. L'œdème de Quincke, vous connaissez peut-être pas, c'est une espèce de gonflement qui survient sur le visage et qui peut éventuellement gêner pour respirer.
Le tractus digestif peut être pris, c'est-à-dire que vous mangez par exemple l'arachide que vous ne supportez pas, vous aurez mal au ventre, vous allez vomir, vous aurez de la diarrhée. Ça peut entraîner des anomalies au niveau du tractus respiratoire ou, gros problème, ça peut entraîner ce qu'on appelle une anaphylaxie. Un terme à connaître, anaphylaxie, c'est une réaction très violente. On réagit partout, on mange l'arachide et puis on se met à avoir une crise d'asthme, une rhinite, un urticaire et on peut même mourir de ça. Pour comprendre ce que c'est qu'une réaction IgE médiée, eh bien, regardez ce qui se passe chez un petit enfant que j'ai soigné. C'est un enfant qui est allergique au lait. Quand vous buvez du lait, eh bien, vous buvez du lait et puis ça se passe très bien. En général, vous aimez bien ça. Cet enfant qui était allergique au lait, eh bien, on a fait tomber un petit peu de lait sur sa peau et en 5 minutes, on a vu se développer un urticaire généralisé. Vous voyez que le simple contact avec le lait chez cet enfant entraînait une réaction qui était extrêmement violente. Donc, vous avez certains individus qui ne supportent pas du tout certains aliments pour lesquels ils n'ont pas établi de tolérance. Et c'est une forme, là, IgE médiée. Quand c'est une forme non IgE médiée, c'est plutôt moins grave. C'est-à-dire que les manifestations sont moins aiguës, elles sont retardées. C'est au niveau de la peau de l'eczéma, au niveau du tractus digestif, c'est des vomissements chroniques, de la diarrhée chronique, de la constipation, retard de croissance. Et puis, dans le tractus respiratoire, souvent une rhinite chronique ou un asthme chronique. L'eczéma déclenché par le lait, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, vous avez ici un enfant qui a un eczéma, on le met au régime sans lait et l'eczéma disparaît. C'est l'illustration de cette allergie alimentaire. Les aliments déclenchent des troubles, pas toujours au niveau du tube digestif, c'est quelquefois au niveau de la peau, au niveau du tractus respiratoire. Quand ces manifestations sont non IgE médiées, elles peuvent être responsables de toute une série de symptômes chez le petit nourrisson. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être des régurgitations, ça peut être de la diarrhée, de la constipation, des retards de croissance, ou bien des coliques du nourrisson. Un certain nombre de coliques du nourrisson guérissent lorsque l'enfant est mis au régime. Alors, ces manifestations qui sont donc IgE et non IgE médiées, elles sont particulières parce que vous avez certains aliments qui donnent des réactions IgE médiées et des réactions non IgE médiées, et vous avez certains aliments qui donnent des réactions exclusivement IgE médiées. Quand il s'agit d'allergie au lait, ça peut être les deux types d'allergies. Pour l'œuf, le blé, le soja, c'est pareil. Mais pour les aliments comme l'arachide, les fruits à coque, le kiwi, sésame, poisson, crustacés, et vous avez certainement des exemples dans votre entourage de gens qui ont ce type de problème, c'est toujours des histoires d'IgE, et donc le dosage dans le sang des IgE permet de diagnostiquer ces situations-là. Et pour bien synthétiser ces situations IgE, non IgE, je reprends ce diagramme qui montre que l'allergie alimentaire se situe dans une espèce de continuum entre les manifestations IgE dépendantes, non IgE dépendantes et les manifestations à éosinophiles dont on a parlé tout à l'heure, qui sont à mi-chemin entre l'allergie IgE et non IgE dépendante. Dans la série de ces pathologies à éosinophiles qu'on a vues tout à l'heure, quelques illustrations. Ici, ce qu'on appelle la colite au lait de mer. L'enfant est nourri au sein, la maman boit du lait, l'enfant saigne. On fait une coloscopie, on voit qu'il y a des lésions au niveau du côlon. On demande à la maman de se mettre au régime sans lait et tout rentre dans l'ordre. C'est une allergie déclenchée au niveau digestif par le lait que consomme la mère, qui est absorbé par la mère, transporté par voie sanguine, qui va jusque dans le lait de mer et qui déclenche chez l'enfant ce type de réaction. Je vous rappelle que dans la pathologie éosinophile, on a cette œsophagite éosinophile. J'insiste un peu maintenant parce que j'ai fait un topo à des médecins généralistes il y a une semaine ici et ils ne connaissaient pas du tout, alors que je pense que maintenant il faut vraiment bien connaître pour ne pas passer à côté. Cette œsophagite éosinophile dont je vous rappelle l'aspect tout à fait typique de granulation, de strie longitudinale ou de trachéalisation de l'œsophage qu'on diagnostique en faisant des biopsies et pour lequel on est amené à faire l'endoscopie devant des manifestations qui sont variables selon l'âge, difficultés alimentaires chez le petit nourrisson, vomissement reflux chez l'enfant de 5 ans, douleur abdominale chez l'enfant un peu plus âgé, et puis chez l'adulte, c'est ce qu'on appelle la dysphagie ou l'impaction alimentaire. Vous savez, les gens qui mangent quelque chose et qui se coincent
un aliment dans l'ésophage, et autrefois on ne savait pas trop d'où ça venait, et maintenant on sait que quand un adulte se coince un morceau de poulet ou un morceau de viande dans l'ésophage, en général, ça révèle une ésophagite éosinophile. Vous inquiétez pas trop si vous avez eu l'impression que vous coinciez certains aliments dans l'ésophage de temps en temps. Vous n'avez pas forcément ça, mais disons que c'est quelque chose auquel il faut penser. Alors le diagnostic de ces allergies alimentaires, c'est des diagnostics allergologiques. Et ce qu'il faut bien connaître pour le diagnostic allergologique, c'est ce qu'on appelle le test cutané ou skin prick test. Vous prenez un extrait de l'aliment, vous piquez sur la peau, vous regardez si ça déclenche une papule en 20 minutes. Si la papule fait de plus de 3 mm, ça veut dire que le test est positif et que vous avez une certaine probabilité que l'aliment soit responsable. Vous pouvez doser les IgE, on l'a vu, hein, ces IgE qui permettent le diagnostic de l'allergie aux aliments. Vous dosez les IgE pour tous les aliments que vous voulez, pour l'œuf, le lait, l'arachide, pour les fruits à coque, le poisson. Et vous avez même maintenant des chiffres qui vous permettent de savoir à peu près, en fonction du diamètre de la papule ou en fonction du taux des IgE, quel est le niveau de réactivité de l'enfant à ces individus. On a vu que l'allergie était IgE dépendante et non IgE dépendante. Quand c'est non IgE dépendante, on ne peut pas faire de prick test, on ne peut pas faire de dosage d'IgE. Alors on fait un autre test qui s'appelle le patch test, c'est-à-dire qu'on prend des petites papules comme ça, on met dessus une petite quantité de l'aliment à tester, et cet aliment est posé comme ça sur la papule. On applique, voilà, posé sur la papule, on applique l'aliment sur la peau de l'enfant, on laisse pendant 48 heures. Comme c'est pour diagnostiquer des allergies qui sont non IgE dépendantes, c'est-à-dire retardées, il faut un contact de l'allergène avec la peau pendant assez longtemps pour que la réaction apparaisse. Donc au bout de 48 heures, on retire et on regarde ce qui se passe et on voit si oui ou non il y a une réaction locale. Et au bout de 48 heures, on voit que par exemple cet enfant qui était allergique, là c'était au blé et à la pomme de terre, eh bien il a une petite réaction eczémateuse à l'endroit où l'aliment était posé, alors que là où on avait mis une papule sans rien à l'intérieur pour servir de témoin, il n'y avait pas d'anomalie. On peut faire la lecture au bout de 72 heures, la lésion persiste parce que c'est des lésions qui sont au long cours. Alors, quand on parle d'allergie alimentaire, quand même la première des choses à laquelle il faut penser, c'est que la complication majeure de l'allergie alimentaire, c'est ce qu'on appelle le choc anaphylactique. On l'a vu tout à l'heure. Et le choc anaphylactique, c'est une réaction dramatique au cours de laquelle vous pouvez avoir une chute de la tension artérielle, une crise d'asthme, un urticaire généralisé. Et le traitement du choc anaphylactique, c'est l'adrénaline. Alors l'adrénaline, quand on est médecin, on la fait facilement. Mais quand on n'est pas dans le corps médical, c'est une piqûre et les gens ont toujours peur de faire l'injection d'adrénaline. Or, quand un sujet fait un choc anaphylactique, eh bien, la rapidité de l'injection d'adrénaline est absolument cruciale. Vous avez entendu parler de cet enfant qui est décédé à Dijon il y a 2 mois, je pense à peu près, d'un choc anaphylactique à la consommation de lait. Eh bien, il n'avait pas reçu d'adrénaline tout de suite. Et pourtant, certainement, il y avait de l'adrénaline dans son environnement parce qu'il était connu comme allergique au lait et donc il devait avoir une trousse avec de l'adrénaline à l'intérieur. Donc pour que l'adrénaline soit donnée sans faire peur, les industriels ont fabriqué ce qu'on appelle des stylos auto-injectables d'adrénaline dans lesquels l'aiguille est cachée. Parce que les gens, en réalité, ils ont peur de faire une injection. Le fait d'enfoncer une aiguille fait peur à tout le monde. Alors qu'en pratique, l'aiguille, quand elle n'est pas trop longue, elle n'est pas dangereuse. Donc c'est un système qui est assez original. Vous avez un embout sur lequel vous ne voyez rien du tout. Vous dégoupillez un peu comme une grenade. Vous dégoupillez l'appareil. Vous l'appliquez sur la peau. Vous l'appliquez tel quel. Vous voyez, vous appliquez simplement l'appareil dessus. Et en cliquant ici, vous avez l'aiguille qui sort, qui injecte l'adrénaline. Et puis quand l'injection est finie, l'aiguille remonte et tout s'est passé sans que personne n'ait vu l'aiguille.
Et le simple fait qu'on ne voit pas l'aiguille fait que les gens acceptent d'utiliser cette anapène. Donc, adrénaline, anapène, c'est le nom commercial, traitement de choc anaphylactique, c'est la première des choses qu'il faut connaître. Sinon, quand un enfant a une allergie alimentaire, eh bien, ce qu'il faut, c'est le nourrir avec des formules qui sont dépourvues de l'aliment. Et alors, on ne va pas voir les détails de tout ça. Je voudrais simplement vous préciser que pour l'allergie alimentaire qui est la plus fréquente chez l'enfant, eh bien, le traitement qu'on utilise, c'est en général, c'est l'allergie au lait, et le traitement qu'on utilise, c'est les formules infantiles dans lesquelles le lait de vache a été transformé. C'est ce qu'on appelle les hydrolysats de protéines. C'est un thème à retenir parce que vous verrez ça souvent. Hydrolysat de protéines, c'est-à-dire qu'on prend les protéines, on les coupe en petits morceaux. Ça s'appelle un hydrolysat et c'est comme ça qu'on nourrit les enfants avec des hydrolysats de protéines. Alors j'ai presque fini. Je voudrais juste faire un tout petit détour par la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, ce n'est pas une allergie alimentaire, mais c'est une maladie au cours de laquelle la consommation de gluten, vous avez entendu parler probablement du gluten, déclenche une maladie auto-immune. Le gluten, c'est une protéine qui est présente dans le blé. Ça s'appelle gluten parce que ça vient de l'anglais glu, qui veut dire colle. C'est la partie collante du blé. Vous savez que quand vous mangez, quand vous prenez du pain à l'ancienne, c'est une mie qui ne se tient pas très bien. Quand vous prenez de la baguette parisienne, c'est une mie qui est très agréable. Pourquoi est-ce qu'elle est agréable? C'est parce qu'elle est très collante. Elle est collante parce qu'elle est pleine de gluten. On a modifié les farines progressivement pour les enrichir en gluten de manière à augmenter la palatabilité et de manière à faire, par exemple, la baguette parisienne. Mais il se trouve que, dans le même temps, on a de plus en plus de maladies cœliaques. Est-ce qu'il y a une augmentation de la maladie cœliaque avec l'augmentation de la consommation de gluten? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de gluten dans notre alimentation. Le gluten, c'est collant. Comme c'est collant, ça permet de faire des membranes. Et tout ce qui est maintenant charcuterie industrielle, tous les produits industriels, ils contiennent du gluten à cause des propriétés collantes de ce gluten. Voilà. Donc ce gluten, il est présent dans le blé, dans le seigle et l'orge. C'est une maladie auto-immune. Ça se diagnostique en général chez l'enfant de 1 an, 2 ans, parce qu'il grossissait correctement et puis il se met à avoir une cassure de sa courbe de poids et un ballonnement abdominal. Et donc devant ce tableau-là, on fait un dosage des anticorps anti-transglutaminase. Rappelez-vous ce terme-là, rappelez-vous tous les termes, tout ce qui est marqué sur la maladie cœliaque, ça pourrait tomber, ça, je vous préviens. Rappelez-vous des anticorps anti-transglutaminase, qui sont des anticorps auto-immuns qu'on dose et qui permettent de faire le diagnostic de maladie cœliaque. Quand on a ces anticorps anti-transglutaminase, on fait une biopsie digestive qui permet de voir une atrophie villositaire, j'en ai parlé après, voilà. Atrophie villositaire, terme à retenir aussi. Ça, c'est la biopsie avec des villosités qui sont normales. Ici, vous avez des villosités qui sont à peu près normales, c'est une atrophie partielle. Et ici, vous n'avez plus du tout de villosité, c'est une atrophie villositaire totale. C'est le diagnostic de la maladie cœliaque. Voilà, la tolérance au lactose, ce n'est pas nécessaire de faire. Il est juste 16 heures, je termine. Merci de m'avoir écouté.